faut que je raconte. Assis à côté de moi dans le wagon, il écoutait de la musique. Sur ses genoux, la petite enceinte haut-parleur infusait le son d'une guitare manouche, façon Django. On était quelques-uns assis cet après-midi dans le wagon du métro. Tous ont cheminé d'un point A vers un point B, chacun les nôtres de lettres. Sur ma gauche, j'ai remarqué cette femme qui avait un drôle de truc électronique entre les mains. Des années que j'avais pas vu un de ces bidules-là. Un Tamagotchi. Une créature virtuelle de poche, venue du Japon dans les années 90. Ça ressemble à un porte-clés doté d'un petit écran vidéo. En appuyant sur des boutons, sa propriétaire devait nourrir, laver, soigner son petit animal de compagnie électronique. À l'époque, moi, un Tamagotchi, j'en avais un, comme tous les gosses de mon âge. Mais le mien, il n'avait pas tenu long feu. Après quelques jours, il s'était éteint définitivement, rejoignant mon défunt poisson rouge, lui aussi parti dans l'au-delà. La fille dans le métro cet après-midi, elle semblait prendre la survie de son Tamagotchi très au sérieux, absorbée par le petit écran qui clignotait. Elle la bichonnait sa machine, comme s'il en allait de la survie d'un nourrisson. Elle avait pourtant la trentaine, bien entamée cette fille-là. Je pensais à ça tout à l'heure, quand un type, à la voix éraillée, est entré dans la rame. Il disait qu'il lui manquait 10 € pour passer la prochaine nuit à l'hôtel. Que si jamais on avait une petite pièce, un billet, pourquoi pas un ticket resto, c'est avec gratitude qu'il accepterait la moindre des miettes qu'on consentirait à lui lâcher. Lorsqu'il est arrivé au niveau de la fille au Tamagotchi, cette dernière était bien trop occupée à nourrir son gadget made in Japan pour s'apercevoir que le type lui tendait la main. À la station suivante, le gars est sorti sans que personne ne s'aperçoive qu'il était entré. Une fois sur le quai, les portes derrière lui se sont refermées et notre métro, lui, redémarra. C'est à ce moment-là que la trentenaire ouvrit la bouche pour s'adresser à celui qui, semblait-il, était son compagnon. « J'espère qu'il va pas mourir », a-t-elle dit, la fille, désignant du menton son Tamagotchi. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et vous, comment ça va ce soir ? Je suis ravi de vous retrouver juste avant la nuit pour une nouvelle session de Libre Antenne, une émission comme dans la vraie vie, mais sur Internet pour se parler en vrai de toutes les histoires qui vous préoccupent, que vous avez traversées, vécues, de ces choses dont vous avez envie de parler ce soir. C'est chose possible, vous connaissez le principe de cette émission. Il y a plusieurs façons d'arriver dans le téléphone ou alors de converser via le clavier. Soit vous m'envoyez un petit message social@johanrock.fr, soit via les réseaux sociaux, mon compte Instagram, Instarock, ROQUES, tout attaché. Dans cette émission, vous le savez, vous venez témoigner par écrit ou par oral, de vive voix dans le téléphone. Tiens, pour une fois, on va commencer par un témoignage écrit, celui que m'a envoyé il y a quelques jours de cela, Geneviève. Voici ces quelques mots que je vais restituer dans ma voix. Bonsoir Johan. Samedi 17 janvier 2015, c'est le jour où tous les deux, en grand blanc, robe de mariée et frac, Michel et moi, nous sommes allés nous dire oui. Déjà malades depuis plusieurs mois, condamnés à mourir rapidement, nous étions allés en novembre à la mairie demander une date de mariage, la plus proche, mais sans préciser le motif. Quand l'employé du service d'état civil nous a dit 17 janvier, nous nous sommes regardés, sans parler, mais avec la même pensée dans nos yeux. Serais-je ou seras-tu là encore ? Et puis, le 17 janvier 2015, Michel était encore là. C'était une journée merveilleuse, où les chutes, les pertes d'équilibre dues aux tumeurs dans son cerveau ne se sont pas produites. Une journée de bonheur. Champagne. Michel est mort quelques mois plus tard. J'aime beaucoup cette chanson de Calogero, dans le hall des départs. Ça dit la séparation, ça dit le provisoire, si jamais vous avez la gentillesse de la diffuser. Cordialement, signé Geneviève. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Damien. Bonsoir. Damien, vous avez 45 ans. Où est-ce que vous habitez ? J'habite Poitiers. Quel est votre métier de formation ? Alors je suis paysagiste de formation.
Et quelle est votre situation de famille actuellement? Ma situation de famille, je suis en couple avec une femme qui a 2 enfants, de 7 et 5 ans. Alors vous, c'était en 2018, lors d'un voyage au Japon. Votre sœur Tiffaine a disparu mystérieusement. Elle avait 38 ans. Et depuis, vous vous battez pour savoir ce qui est arrivé. Presque 8 ans après, vous allez nous expliquer où vous en êtes de vos recherches et de votre recherche de vérité, puisque c'est de ça dont il s'agit. On va commencer, comme on le fait souvent dans cette émission, par le début, par l'enfance. Combien de frères et sœurs vous avez, vous? Alors, j'ai 2 sœurs, un frère. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4. À quoi elle ressemblait votre vie de famille quand vous étiez gamin? En quelques mots, une image, quelque chose qui vous remonte à l'esprit tout de suite? Ah, on avait je nous imagine tous les 4 parce notre mère nous a eu en 6 ans, donc on a été élevés autour de notre mère dans une maison de campagne. Donc je nous imagine à la campagne, en train de jouer dans le jardin ou dans les bois. Des liens très resserrés entre chaque membre de la famille? Très resserré. Parce que ma mère, on est entre moi, le premier et le dernier, Stanislas, hein, le dernier, il y a 6 ans. Il nous sépare. Donc on est vraiment, oui, on est 4 en 6 ans. Donc ça fait on est très proches en âge, mais on a été aussi très proches, on est très proches même dans la vie. Tiffaine, c'était quel genre de petite sœur, telle que vous vous en rappelez à l'époque, quand vous étiez gamin, justement? Ah, Tiffen, c'était l'opposé de moi. C'était vraiment, moi j'étais plutôt un peu hyperactif, je jouais énormément, je faisais beaucoup de sport. J'étais dans le jardin en train de faire des activités, alors que Tiffen était beaucoup plus posée. C'était l'artiste de la famille. Elle est très jeune, elle adorait dessiner, lire, vraiment. D'ailleurs, c'est ce qui va l'habiter en plus toute sa vie, hein. C'est vraiment une intellectuelle, une artiste. Et devenue adulte, quel était son trait de caractère principal? Celui-ci, intellectuel, comme vous dites, artistique? Oui, toujours. Tiffen a en plus joué au piano, vraiment. En plus, Tiffen faisait les beaux-arts. Ensuite, elle a fait un cursus, hein. Elle a eu un master en histoire de l'art. Donc, elle était vraiment, avec toute sa vie, elle est restée sur cette voie. Cette voie artistique. Elle en était où de sa vie avant de partir au Japon, cette année-là? Alors, Tiffen, elle a eu, sa vie a été un petit peu mouvementée, puisqu'en fait, elle est épileptique. Donc, pendant longtemps, ça a un petit peu haché sa vie universitaire. Et donc, elle a dû parfois faire quelques pauses. Et justement, là, avant d'aller au Japon, ça faisait 3 ans, plus de 3 ans qu'elle était parfaitement stabilisée. Et donc, elle pouvait vivre sa vie normalement. Et donc, elle était assistante de vie scolaire. Voilà, elle aidait les enfants, elle aidait la maîtresse à gérer les enfants qui pouvaient être en difficulté. Cette épilepsie, elle est survenue à quel moment de sa vie? C'est une épilepsie tardive, vraiment, à partir de 20 ans, il me semble. Donc, c'était c'était plus une épilepsie qu'on pouvait considérer comme émotionnelle, je pense. On avait, donc, c'était vraiment en cas d'émotion forte, mais elle faisait vraiment, elle compulsait très rarement. Et sur les 3 dernières années, ça n'arrivait plus. Mais ça pouvait être plus des réactions émotionnelles, plus une épilepsie physique. Le grand frère que vous êtes s'est inquiété pour elle, j'imagine, logiquement. Oui, j'ai toujours été à ses côtés, pour ça, effectivement, je l'accompagnais voir son professeur. C'était remarquable pour essayer de trouver des traitements, parce qu'elle en faisait très rarement, et les traitements ne fonctionnaient pas. Peut-être aussi du fait, comme je l'expliquais, que c'était plus émotionnel que physique. Mais vous me dites émotionnel, à quelle occasion justement cette épilepsie pouvait arriver, justement parce que trop d'émotions? Ça pouvait être après des journées de stress, d'être soumis longtemps au stress, longtemps, et d'avoir emmagasiné, hein, une sorte de contexte, c'est ça, stressant. Et à ce moment-là, ça pouvait, à l'époque, une fois de plus, parce qu'après, depuis 3 ans, on n'en faisait plus, mais à l'époque, oui, c'était plutôt quand il y avait du stress qui pouvait être généré autour d'elle. Pourquoi le Japon? Pourquoi partir seul au Japon en voyage cet été-là? Alors, Tiffen elle était vraiment amoureuse de la Russie, puis ensuite, depuis plus de 15 ans, hein, même longtemps après, du Japon. En fait, elle est tombée amoureuse, je pense, plus de la calligraphie et de l'art japonais. Vraiment, elle était passionnée, elle écrivait parfaitement, elle parlait en japonais. Et donc, oui, elle est tombée amoureuse du Japon. Et donc, Tiffen, c'est pas du tout une grande voyageuse, hein. Le seul voyage qu'elle avait fait avant d'aller au Japon en 2018, c'était à Tokyo, aussi au Japon, mais en 2013. Donc, en fait, c'était vraiment son deuxième grand voyage.
Sauf que cette fois, elle voulait plutôt faire le tour du Japon. Hors antenne, vous m'avez dit qu'elle l'avait longtemps préparé, ce voyage, et vous l'aviez préparé ensemble. Ça veut dire que par le menu détail, vous saviez où elle allait aller, pour quelles raisons et quel allait être son parcours? On savait absolument tout. Elle nous a laissé, alors déjà, le, lors des dimanches, hein, on se retrouvait dans la maison familiale et on la voyait, elle avait dessiné une carte du Japon où elle nous montrait toutes ses destinations, d'ailleurs une carte qu'elle avait laissée à ma mère, et elle soulignait dans chaque ville où elle allait aller, tous les endroits où elle allait aller. Tout était noté. Et en plus de ça, pour être à l'aise dans son voyage, elle avait loué tous ces hôtels en amont. Donc il était parfaitement organisé et bien ficelé son voyage. Elle allait où précisément? La ville dans laquelle elle a disparu s'appelle Nikko. En quelques mots, c'est quoi? C'est un site très touristique, Nikko? Très touristique, il y a beaucoup de ces... Nikko est à peu près à 150 km au nord de Tokyo. Tokyo est connu pour ses sanctuaires et ses temples, hein. Vraiment, c'est là où tous les gens viennent. Sa proximité en train avec Tokyo fait qu'en général, les gens restent une journée, 2 jours, pas plus. Et donc, Tiffany avait prévu, elle d'y rester un petit peu plus, elle avait prévu d'y rester 2 jours et demi. Donc, mais c'est un site extrêmement touristique. Votre sœur a disparu 2 jours après son arrivée au Japon. De quelle manière vous avez appris sa disparition? Ça a été assez brutal, puisqu'en fait, Tiffany avait prévu, donc vous l'avez dit, hein, a préparé son voyage à nos côtés, mais on avait aussi un groupe familial WhatsApp, et l'objectif, c'était qu'elle nous envoie vraiment chaque détail de son voyage, chaque étape. Donc, dès qu'elle est arrivée au Japon, elle nous envoyait énormément de photos. Pareil lorsqu'elle est arrivée à Nikko. Puis, une journée après son arrivée à Nikko, après sa première nuit, on n'a plus aucune nouvelle. Donc là, on s'est très très vite inquiété et on a compris qu'il se passait quelque chose. Et c'est seulement donc, le 1er août, Tiffany donc, aurait disparu, enfin a disparu le 29 juillet 2018 et c'est le 1er août où on est prévenu par l'ambassade que Tiffany a disparu. Vous, quelle est votre première réaction? Parce que bon, là, c'est à peine quelques jours. Tiffany est adulte. Alors oui, vous la suiviez parce que elle vous rendait compte de tout ce qu'elle faisait en temps réel. Mais bon, parfois, il y a des choses qu'on n'explique pas et qui ne sont pas forcément dramatiques. Est-ce que vous, tout de suite, vous avez pris la mesure du danger, du drame qui allait être celui que vous allez connaître ensuite? Je pense qu'on a eu deux. Alors moi, dans la nuit du 29 au 30 de France, j'ai fait un cauchemar. Enfin, je veux dire, j'ai eu un flash où j'ai vu Tiffany en danger. Donc moi déjà, du 29 jusqu'au 1er, je suis très angoissé. Et on est tous, d'ailleurs, on l'est tous. Sauf que je pense que on a essayé de se rassurer entre nous en se disant, Tiffany nous disait que le Japon était le pays le plus sûr du monde, donc il n'y avait pas de danger. On était en train de se dire, bon, de toute façon, on est au Japon. S'il y a quelque chose, on sera au courant. Donc on essayait de se rassurer. Mais ouais, c'était pas normal. On se dit, mais c'est pas normal, vous voulez le partager avec nous, ce voyage. Donc on était très angoissés. Et donc quand on a eu le message de l'ambassade, là, en fait, moi, ça a été un choc en disant, bon, bah voilà, en fait, ce qui nous inquiétait est arrivé. Quand vous arrivez sur place, quelle est la thèse la plus probable présentée par les autorités? Au début, alors nous, on est d'abord troublés parce que le 1er août, notre mère a une discussion avec l'interprète de la police de Nikko qui parle tout de suite de la piste du kidnapping. Ils insistent vraiment, hein. Ma mère doit passer une demi-heure avec eux, donc nous, déjà, ça nous inquiète. Parce que c'est Ils parlent quoi? que de C'est une ça. pratique courante là-bas? Il semblerait que ça arrive. En tout cas, il y a énormément d'agressions, ça, on le verra après. Parce qu'au début, nous, on ne connaît pas le Japon. Donc surtout, Tiffany nous a bien expliqué que c'était le pays le plus sûr du monde, et puis c'est ce que tout le monde dit. Donc nous, on ne pensait pas ça à ce moment-là. Mais le fait qu'ils passent de kidnapping, nous, on est très inquiets. Ça prouve qu'ils évoquent cette piste. Enfin, le fait de le dire. Par contre, quand on arrive à Nikko le 4 août, ou le 5 août exactement, je ne me rappelle plus, le samedi suivant, là, la police nous emmène près d'un petit lieu touristique avec une rivière. Il y a un petit plan et un foulard. On découvrira après que c'est un plan en coréen. Il y a un foulard qui a seulement été vendu en Chine, près d'une rivière. Il y a Tiffany, c'est le foulard de Tiffany, c'est un plan qui appartient à Tiffany. Elle a voulu prendre une photo, elle est tombée dans la rivière. Donc tout de suite, il nous amène, il nous explique que c'est cette piste. Sauf que nous, on est plutôt, on se dit mais vous évoquez cette piste, mais je veux dire déjà c'est pas à Tiffany le foulard, elle n'avait pas de foulard. Donc nous on s'interroge parce qu'ils sont vraiment ils sont sur d'eux. Et puis en plus dans la continuité de cette première journée, et ils nous emmènent voir l'hôtelier, la personne de l'hôtel où Tiffany a dormi, qui nous reçoit, qui n'est pas aimable du tout.
qui dit à peine bonjour avec sa famille. Et ensuite, on finit par achever cette journée par la régularisation de tous les papiers administratifs auprès de la police japonaise, qui là nous redonne la valise de Tiffen et nous disent qu'on peut rentrer chez nous et qu'il ne se passera plus rien. Donc cette première journée, ouais, elle était épouvantable. Depuis le début de cette émission, j'échange avec Damien, dont la sœur Tiffaine, en 2018, a disparu de manière brutale, mystérieuse au Japon. Vous m'expliquiez, Damien, il y a un instant, les circonstances dans lesquelles votre sœur a disparu, votre arrivée au Japon, le flou artistique des autorités. On vous parle d'abord d'enlèvement et puis ensuite d'un accident dans la rivière pas très loin de l'hôtel. Et puis vous m'avez parlé de ce type un peu étrange, un peu mystérieux, qui est le tenancier de l'hôtel. Lui, c'est donc lui qui hébergeait votre sœur. Il a été interrogé rapidement par les autorités. Alors ça, c'est le gros point noir, hein, même 7 ans après. Hein. Il a simplement été entendu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été emmené au commissariat. Il a simplement discuté avec la police. Surtout que cet homme, en plus, est aussi policier volontaire auprès de la police de Nikko. Quelle est sa version des faits, lui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que c'est lui qui hébergeait votre sœur. Qu'est-ce qu'il dit ? Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois, par exemple ? Je le vois régulièrement. Là, je l'ai croisé quand j'y suis allé l'été dernier. Il a toujours... Là, maintenant, il est un peu plus relax. Mais pendant longtemps, il était plutôt très hostile quand il nous voyait. Lui, il a toujours dit qu'il avait vu Tiffen partir avant 10h, le 29 juillet. Et ce qui est très étonnant, c'est que lui dit qu'il est seul, sauf qu'il y a une autre version qui contredit, finalement sa fille, qui était censée ne pas être là, a fait, parce que c'est pas vraiment des auditions, mais quand elle a été entendue, parce que c'est bien le drame hein, aussi dans l'enquête, dit qu'en fait elle était là. Donc déjà il y a des incohérences, mais nous ce qu'on a pu faire, parce que c'est nous qui avons dû mener l'enquête, hein, c'est nous qui avons interrogé tous les gens qui avaient vu Tiffen, parce que Tiffen au petit déjeuner, elle discute le 29 juillet, elle discute avec des touristes le matin. Donc c'est nous qui les avons entendus. Sauf qu'on a pu travailler, ça c'est notre petit frère, hein, a pu exploiter son application Google. Et en fait, donc sur l'application Google, en fait, par le téléphone, ça vous permet d'avoir des points GPS. Et en fait, on a vu qu'elle était dans l'hôtel jusqu'à 11h40. Et donc, qu'il y avait peu de chances qu'elle soit sortie de l'hôtel. Et là, l'été dernier, il y a eu un changement radical. C'est qu'il y a un expert, un spécialiste qui est établi à Genève, qui a pu affiner les points et qui montre que Tiffen n'est jamais sorti de l'hôtel. Donc ça met en porte-à-faux ce que dit l'hôtelier. La version de l'hôtelier. Donc, bon, quel est votre... vous l'avez dit, vous menez l'enquête, on va revenir ensuite sur ce que font les autorités en France et au Japon. Au Japon, on a compris que pour l'instant, l'enquête n'était pas ouverte. Pensez qu'il ment. Vous pensez que cet hôtelier cache des choses ? Pourquoi prétendre que votre sœur est sortie de l'hôtel à 10h alors que la balise GPS du smartphone de votre sœur prouve qu'elle est restée dans l'hôtel à ce moment-là ? Moi, je pense qu'on a un double problème. C'est qu'effectivement, l'hôtelier ment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est que surtout la police refuse de l'auditionner et de l'arrêter. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Je pense qu'il y a... Avec l'analyse et le temps, maintenant, avec le temps, je pense que c'est tout simplement un ami de la police. Donc, je pense qu'il y a une forme de subjectivité. Je pense qu'ils ne veulent pas l'arrêter parce qu'ils le connaissent très bien et considèrent qu'il est innocent, même si il y a des preuves formelles qui montrent qu'il devrait être arrêté. Et je pense que la police aussi, parce qu'au Japon, la question d'honneur est quand même importante. Je pense que le fait de faire machine arrière, je pense que ça peut être un vrai problème. Ils auraient peur d'être la risée un petit peu du Japon, donc ils refusent de l'arrêter. Et ils expliquent le drame, c'est qu'ils se sont livrés cet été à un média français en expliquant qu'ils avaient des points, qu'ils avaient pu faire une analyse précise des points Google et qu'en fait ça ne permettait pas d'avoir des avancées alors que c'est faux. On est les seuls détenteurs de ces points. C'est la police de Nikko, pardon. La police de Nikko explique avoir analysé les points Google alors qu'en fait on leur a jamais donné, on est les seuls détenteurs. Le fait que cet hôtelier soit proche des autorités peut expliquer qu'à ce jour il n'y ait pas d'enquête ouverte par la police japonaise ou c'est pratique courante. Nous, ce que j'explique, parce qu'en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on est entouré de nombreux experts. D'ailleurs, quand même, notre avocat japonais a quand même écrit au juge d'instruction en France pour dire que la solution viendrait de la France en expliquant qu'il n'y avait pas d'enquête criminelle ouverte. Donc ça, c'est l'avocat japonais qui le dit. Hein. D'ailleurs, l'ONU, qui nous a rejoint plus tard, demande aussi qu'il y ait une enquête criminelle. Donc je pense que le problème, et ce que j'ai cru comprendre,
c'est que tant que la personne n'est pas prise en flagrant délit et n'est pas arrêtée, l'enquête criminelle n'est pas ouverte. Donc à partir de là, ça crée des gros blocages. De ce que j'ai compris Donc, aussi, au Japon, il y a beaucoup de disparitions volontaires. C'est vrai ça? J'ai entendu ça. Alors il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Nous, on a vu des enquêteurs privés japonais qui nous disaient qu'il y en avait énormément. Ils nous disaient qu'il y en avait plus de 150 000 par an. Ça veut dire quoi, disparition D'autres disent volontaire? Ça veut dire que des gens, sciemment, décident de couper les ponts avec leur famille, leurs proches, leurs amis et partent dans la nature? C'est ça que ça veut dire? Oui, c'est plutôt par rapport le fait que vous perdiez votre emploi, c'est plutôt la honte en fait. Au lieu d'avoir la honte, vous disparaissez. Vous perdez un emploi, vous êtes mal dans votre vie de famille ou des choses comme ça. À ce moment-là, les gens disparaissent au lieu d'affronter la honte c'est ça, la verdict. Donc ils disparaissent. Nous, ce qui nous a plus intéressé sur ça, c'est que je pense que c'est avéré. Après, il y en a qui ne sont pas des spécialistes qui se contredisent, mais je pense que le phénomène des joatsu, des évaporés, c'est-à-dire ce que vous évoquez, les gens qui ont la honte disparaissent, ça existe. Après, nous, ça explique aussi surtout l'inertie, parce que nous, il n'y a jamais eu de recherche qui a été faite clairement pour la disparition de Tiffany. Ils nous ont dit, la police nous a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils nous ont ordonné la valise de Tiffany, ils nous ont dit, vous pouvez rentrer chez vous. Le premier jour, il ne se passera plus rien. Et c'est ce qui s'est passé, il n'y a eu presque pas eu de recherche. C'est grâce à la médiatisation et ensuite à l'ambassade de France du Japon et de l'ambassadeur lui-même qui s'est déplacé qu'il y a eu un lien. Mais au début, il ne se passait rien. Vous parlez de la médiatisation. C'est votre mère, c'est ça, qui a fait une lettre au président il y a quelques années? Oui, alors il y a eu plusieurs événements. Nous, on a eu de la chance, c'est que notre deuxième jour à Nikko, on a été, il y a eu un relais médiatique, ce qui fait qu'il y a eu un emballement et ça a tout ouvert. Ensuite, quelques jours après, peut-être une semaine et demie après, notre mère, effectivement, a écrit à Emmanuel Macron pour dire, l'a retweeté pour dire que il y a eu un retour. En fait, ça n'allait pas, il n'y avait pas d'enquête. Il y a eu un et retour. Les policiers ont été vexés et il y a eu un retour, pas forcément médiatique, mais là, ça a plus été une action de la police de Nikko, mais qui nous hante jusqu'à maintenant. Et je vais vous expliquer, c'est que vexés, ils nous ont convoqués à l'hôtel de Tiffen et ils nous ont dit, vous allez voir, nous aussi, nous sommes des experts, nous allons faire des tests dans la chambre de Tiffen. Donc c'est moi qui me suis désigné pour aller, parce qu'ils avaient besoin d'un représentant. Ça veut dire quoi, faire des... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette chambre d'hôtel? Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu les spécialistes, on s'est habillés en blouse avec des charlottes. Et donc ils ont mis donc ils m'ont expliqué qu'ils allaient mettre sa pièce dans l'obscurité. Et là j'ai vu qu'il n'y avait pas eu d'entraînement avant, parce que ça a été extrêmement laborieux pour eux de mettre vraiment de vraiment fermer, de couper toute lumière. J'ai vu que ça a été très laborieux, ça a mis beaucoup de temps. Donc c'est bon, ils n'ont pas fait d'entraînement avant. Donc là ils vont vraiment le faire, on va le faire devant eux. Et donc en fait ces tests, c'est que vous êtes dans l'obscurité, vous passez un spray qui s'appelle le luminol, et ensuite une lumière bleue. Et si cette lumière réagit, on peut considérer que ça peut être du sang. Et donc, il passe la chambre où je suis présent, donc il passe cette espèce de spray un peu partout, et ensuite la lumière bleue. Donc rien de particulier, sauf à un moment donné où sur l'un des murs, il y a des éclaboussures qui apparaissent. Mais alors là, donc quand les experts de la police locale voient les éclaboussures, ils sont mis devant le fait accompli. Alors là, ce qui est étonnant en plus, c'est que je vois le japonais qui me regarde d'un air interloqué. Donc moi, je regarde d'un air interloqué. Et ensuite, donc si vous voulez, on dit bon, les tests sont terminés. Il me demande de dans le couloir. Et depuis ce jour, on n'aura jamais eu d'explication concrète sur ce qui est vraiment apparu. Sur les experts qui nous ont guidés et qui nous ont dit non mais très probable que ce soit du sang, il faut absolument faire des prélèvements, ce qui n'a jamais été fait, des prélèvements dans la chambre pour voir si c'était vraiment du sang ou pas, ou de l'ADN. Enfin, en tout cas, c'était quand même. C'était il y a combien de temps, ça? Me marque depuis. C'était maintenant, il y a plus de 7 ans, 7 ans et demi. Aujourd'hui, la chambre dans laquelle a séjourné votre sœur pendant 2 nuits, donc, si je comprends bien, elle est restée en l'état ou justement l'hôtelier a restauré cette chambre, l'a rénovée? Est-ce que la dernière fois que vous y êtes allé dans cette chambre, ça remonte à quand? Alors moi, nous, ça remonte en 2023, si ma mémoire est bonne. Et en discutant avec des touristes français quand j'y suis allé l'été dernier, la chambre n'avait pas changé. Donc il n'y a pas eu de. La seule chose qui a changé, c'est que cet hôtel, il est connu pour avoir une façade orange. C'est ce qui fait un petit peu sa célébrité, sa singularité à Nikko. Et dorénavant, elle est noire. Donc il a repeint sa façade. Vous diriez que le système. L'intérieur n'a pas. Vous diriez, Damien, que le système judiciaire japonais tel qu'il est conçu
ne permet pas à la justice française et à l'enquête de progresser normalement et à la vitesse à laquelle elle devrait progresser pour arriver à trouver des réponses aux questions que vous vous posez? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà, ce qui est insupportable, et c'est probablement le pire, c'est cette absence de coopération. Parce que la police française, dès la disparition de Tiphaine, a fait des choses vraiment, la police française de Poitiers, avait été très efficace. Ils avaient essayé de faire sonner le téléphone, il y avait le canal Interpol, ils envoyaient énormément d'infos, sauf que le Japon ne répondait jamais. Ensuite, en France, il y a eu une instruction qui a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Il y a eu plusieurs commissions rogatoires internationales, donc c'est des demandes de la France au Japon. Elles n'ont jamais été honorées. Ensuite, il y a l'ONU qui nous a rejoints, qui a demandé aussi qu'il y ait des actions soient faites, qu'il y ait des enquêtes. Notamment là, maintenant, ils demandent qu'il y ait une enquête criminelle ouverte autour de l'hôtel et que la police nationale, parce qu'il y a une police importante nationale au Japon, soit saisie. Ils ne répondent pas. Donc en fait, c'est ça qui est insupportable. C'est tout ce côté-là, cette absence de coopération. Puis après, lui, le système judiciaire japonais, effectivement, nous, tel qu'on le voit, en tout cas à Nikko, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des éléments vraiment flagrants, en fait, les enquêtes ne sont pas ouvertes. Donc ça, c'est insupportable. D'où le taux de résolution presque de 100% au Japon. Forcément, ils ouvrent une enquête quand ils sont sûrs de la résoudre. Donc ça, c'est insupportable. Après, je vois beaucoup de gens qui disent « mais c'est le Japon, c'est merveilleux, c'est un pays dans lequel je me sens sûr ». Oui, je pense qu'il y a un sens du civisme au Japon qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est impressionnant quand vous y allez. Mais je pense que si vous voulez, ils comptent un petit peu sur le groupe pour s'autoréguler. Et ce qui fait que quand vous avez des cas comme ça, de crimes et tout, ça me paraît très laborieux. Vous me disiez hors antenne que dans cette région du Japon, on avait dénombré des guides, des faux guides qui agressaient des femmes. Ça, c'est une chose que vous avez découvert à quel moment de votre enquête? Très rapidement. Nous, on a vraiment une bonne connaissance de ce qui se passe à Nikko et dans la préfecture de Tochigi. Donc après, évidemment, on n'est pas des experts du Japon, mais en tout cas, on a vu ce qui s'est passé dans cette zone. Quelques jours après, quand on est arrivé avec ma sœur et mon frère à Nikko pour chercher Tiphaine, déjà, on nous a averti qu'un corps démembré avait été retrouvé dans une rivière. Une femme. Donc voilà, déjà, on s'est dit quoi au Japon? Ensuite, il y a une tête près d'une voie ferrée. Toujours dans le même mois, là, on a recherché Tiphaine en août 2018. On a découvert qu'il y a un homme qui se faisait, effectivement, vous l'avez dit, qui se faisait passer pour un faux guide et qui agressait sexuellement des femmes, alors que c'est un guide que Tiphaine avait noté parce qu'elle avait tout laissé. Donc c'est un guide qui était référencé, qu'on pouvait consulter depuis la France et qui était répertorié. C'était un faux guide sur place. C'est-à-dire qu'en fait, il appartenait à rien. En fait, il faisait croire que c'était le guide qui appartenait au sanctuaire, sauf qu'en fait, c'était un mensonge. Et donc, il profitait de dire que c'était un guide rattaché au temple, ce qui n'était pas le cas, pour ensuite emmener les femmes et essayer de les agresser, de les toucher. Donc, il y a eu ça. Depuis 2018, si j'ai bien compris, vous revenez régulièrement au Japon. À chaque vacances, c'est ça? Vous partez sur place poursuivre l'enquête? C'est ça. À chaque fois, avec nos experts, enquêteurs japonais, enquêteurs français, on a des réunions. Ça, c'est grâce à l'ambassade. À l'époque, c'était Laurent Pic, l'ambassadeur de France au Japon. Grâce à lui, il y a eu un lien avec la police, ce qui fait qu'on a des rencontres systématiques avec eux, en présence. Donc, c'est des vraies questions d'enquête qui sont posées, des vrais rapports. Seuls nous sommes, et l'ambassade savent, en fait, ce qui ressort de ces réunions. Donc, concrètement, même si on l'amène l'enquête, on essaye de faire en sorte qu'il l'amène. Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes quelques semaines pendant l'été au Japon? Vous êtes donc près de l'hôtel, dans la région. Qu'est-ce que en 7 ans et demi vous avez pu faire? Tout dépend de chaque voyage. Par exemple, l'été dernier, on a lancé parce qu'en fait, je vais essayer d'être rapide, mais lorsque l'ONU nous a rejoints dans le combat en 2023 après une première demande, l'opinion japonaise a été assez secouée. Et si vous voulez, ça a recréé de l'adhésion. Et donc, le gouverneur de Tochigi, c'est la préfecture où a disparu Tiphaine, m'a reçu et s'est excusé publiquement. Ce qui fait qu'au Japon, les excuses publiques, si vous voulez, ça a créé une sorte d'émoi. Ce qui fait que les Japonais, en fait, ont essayé de nous envoyer beaucoup de messages. Donc, l'été dernier, suite à cette prise de parole d'un homme politique, c'est quand même important, qui s'est excusé, on a créé un site internet en japonais pour essayer justement de recevoir des témoignages. Donc chaque année, on a aussi planté un arbre cette année pour les 7 ans de la disparition de Tiphaine, un cerisier fleur tout près de l'endroit où elle a disparu, tout près de l'hôtel. Donc en fait, et puis on convoque nos enquêteurs privés pour leur demander de travailler sur des points précis. Là, on leur a demandé de travailler, par exemple, tout près de l'hôtel, il y a un petit lieu touristique où il y a eu déjà des tentatives d'agression
2 femmes en 2020 avaient échappé à un guet-apens. Donc on a demandé à nos enquêteurs de travailler sur ce point pour voir si à nouveau il y avait des hommes qui se postaient pour essayer d'agresser des femmes. Voilà, ça dépend. Chaque année, vraiment, il y a quand j'y vais, parce que c'est un voyage qui est très long et qui est très coûteux, donc tout est parfaitement préparé en amont, ouais. Toutes nos actions. En presque 8 ans, Damien, il vous est arrivé d'avoir de faux espoirs, d'avoir l'impression que vous touchiez au but, que quelqu'un aurait reconnu le visage de Tiphaine, et puis finalement tout ça s'évanouit dans la nature. C'est arrivé, ça? Alors rapidement, pas longtemps après la disparition de Tiphaine, quelques mois, il y a eu une photo sur Twitter. On avait vraiment l'impression que c'était Tiphaine qui se promenait. Et en fait, non. Mais là, effectivement, ça avait été quand même un choc. Ou même, je crois, en octobre, où j'ai fait beaucoup de recherches, à un moment donné, au loin, j'ai cru voir un kawaii bleu en faisant mes recherches. Et là, j'ai cru que c'était Tiphaine. Alors, en fait, c'était un sac poubelle. Mais je pense que là où le choc émotionnel, finalement, le plus fort, ça a peut-être été l'été dernier. Parce qu'en fait, on s'est dit, ça y est, on a un rapport. Enfin, on a une preuve irréfutable qui montre que Tiphaine n'est pas sortie de l'hôtel. Et donc, la police va enfin arrêter le responsable. Et donc, on va avoir un dénouement. Le responsable, et en fait, ils n'ont rien fait. Le responsable, c'est donc, l'hôtelier. Qui serait l'hôtelier ou sa famille, enfin, ou les gens, ou le personnel de l'hôtel. Donc là, il y a eu vraiment, ça a été dur parce qu'on a l'impression d'être tout près. On s'est dit, on est tout près de la résolution de la disparition de Tiphaine. Alors, quand j'y suis allé l'été dernier, moi, je pensais que c'était vraiment mon dernier voyage. Alors qu'en fait, ça a tout relancé, cet événement. Sauf que ça n'a pas conduit à ce que la police s'est arrêtée. C'est pour ça qu'on a lancé une pétition pour que justement, là, Emmanuel Macron, le président français, puisse enfin mettre une vraie pression sur le dossier de Tiphaine, sinon on ne va jamais réussir. Qu'aurait-il fait, selon vous, cet hôtelier? Ça, on est tous partagés là-dessus. Ma mère, pense que Tiphaine aurait pu faire un malaise, il a paniqué, donc il aurait pu ensuite la faire disparaître. Moi, le problème sur ce que disent les enquêteurs, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas su trouver de preuves. Ils disent que c'est quand même quelqu'un qui a quand même qui sembleraient être un peu pervers. Mais alors après, le problème c'est qu'ils n'ont pas le prouvé, donc ça, je peux pas Donc moi, je pense plutôt qu'il l'aurait agressé, puis qu'il l'aurait tué. Quand on a un proche, votre sœur en l'occurrence, qui disparaît, j'imagine que pendant presque 8 ans, on échafaude des scénarios, qu'un scénario vient contredire l'autre. Est-ce que vous, depuis 8 ans, vous imaginez plus de choses que votre cerveau peut en contenir en vous disant ce que vous venez de me dire, ou d'autres choses? Est-ce qu'il y a eu une évolution des histoires que vous vous êtes racontées pour expliquer que votre sœur se soit volatilisée comme elle l'a fait? Non, alors, on n'a pas eu au moins, parce que on aurait pu, il y en a qui pourraient dire, est-ce que vous avez pensé à ce qu'elle ait pu disparaître volontairement? Ça, tout le monde, au moins, on n'a pas eu évidemment, on y a pensé un instant tous, mais c'était très vite évacué. D'ailleurs, même les 2 polices ne l'ont même pas évoqué. Hein. D'ailleurs, ça aurait presque été plus commode du côté japonais de dire, elle a le droit de disparaître. Vous savez que vous l'évoquiez tout à l'heure, le phénomène des évaporés. Donc cette piste-là, c'est très vite, on n'a pas été embêté avec ça. Moi, j'ai été un peu gangréné par la piste de l'accident au début, parce que de la noyade dans la rivière. De la noyade, exactement. Que la police a commencé par ça, donc moi, ça m'a un peu interpellé. Mais comme très vite, on a fait nos recherches nous-mêmes, et qu'ensuite, on a eu les relevés de la rivière qui montraient que le niveau de la rivière était normal le jour de la disparition de Tiphaine, alors que c'est vraiment une petite rivière de montagne. Dans ces cas-là, je veux dire, vous accrochez tout de suite sur le bord. Enfin, il n'y a pas de possibilité, en fait. D'ailleurs, la police elle-même l'avait dit au début. On retrouvera le corps, forcément, si Tiphaine est tombée dans la rivière. Donc, ça a évolué. Non, en fait, le problème dans la disparition, c'est qu'en fait, chaque instant, nos versions changent. Là, évidemment, l'hôtel, là, on pense qu'il s'est passé quelque chose dans l'hôtel, mais parfois, on se dit, mais imaginons quand même qu'elle soit retenue quelque part, soit la piste du kidnapping. En fait, vous avez tous les scénarios, en fait, qui vous reviennent tout le temps en tête. Vous avez des frayeurs ou des... Ouais. Dans cet hôtel, il y avait d'autres voyageurs, d'autres personnes qui séjournaient. Il y a des interrogatoires qui ont été faits auprès des autres personnes qui dormaient dans cet hôtel à ce moment-là, lorsque votre sœur s'y était arrêtée? Oui, déjà, nous, on a pu tous les rencontrer. Et ensuite, et ça a été aussi important pour nous, c'est que là, l'affaire de Tiphaine est gérée par le pôle Cold Case en ce moment. En France. Donc eux ont refait des auditions en France. Donc c'est un pôle qui est spécialisé sur les affaires complexes comme la nôtre. On rappelle, Cold Case, ce sont les affaires qui ne sont pas élucidées. Exactement.
pourrait dire effectivement le pôle des affaires non juives. Non, mais c'était juste pour préciser. Plutôt- Et, Non, vous avez raison. ouais. Donc, eux, quelle part active ils mettent dans cette enquête? Quel est leur niveau d'avancée depuis qu'ils se sont saisis de l'affaire? Ce qui est formidable, c'est que le pôle a pu reprendre tout ce qui n'avait pas pu être fait en France. La valise de Tiffen, on l'avait récupérée tout de suite, elle n'avait jamais été analysée. Ça, c'est quelque chose qui a été fait. Donc ça, c'est un soulagement pour nous, pour les familles, de voir que des choses sont faites qui n'ont pas été faites. D'interroger, vous le disiez, tous les touristes qui étaient en même temps que Tiffen dans l'hôtel n'étaient pas japonais. Donc les autres ont pu être entendus. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis il y a pu y avoir des choses faites de manière complémentaire aux analyses de la téléphonie qu'on évoquait. Enfin, moi, j'évoquais Google. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu reverser au dossier et vous avez un dossier actif. Donc en France, c'est quand même formidable que les choses bougent. Le problème, c'est que pour l'instant, il semblerait que les analyses qui ont été faites de France ne permettent pas d'avoir des éléments suffisamment forts pour mettre la pression sur la police de Nikko. Et là, on arrive dans un moment de difficulté, c'est que, étant donné que rien n'a été trouvé en France, c'est comment mettre la pression au Japon, sachant qu'eux-mêmêmes ont un système judiciaire qui ne permet pas on le voyait, d'interroger directement les suspects quand la personne n'était pas prise en flagrant délit. Donc là, on arrive à un niveau de blocage. C'est pour ça que là, ça va jouer dans les plus hautes instances de la diplomatie et même directement du chef de l'État. Justement, vous disiez qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État avait été en France, Emmanuel Macron, interpellé. Il y a eu un retour de sa part ou de l'Élysée? Oui, alors Sybille, courageusement, avait interpellé Emmanuel Macron. Sybille, c'est votre mère, Shinzo Abe, c'est ça? C'est ma petite sœur, pardon. C'est votre sœur, Sybille, ma petite d'accord. sœur, Ouais. oui, qui est journaliste, avait pu interpeller Shinzo Abe, qui rencontrait Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc elle a été courageuse parce que c'est pas évident d'intervenir comme ça, d'interpeller comme ça de chef d'État. Et Emmanuel Macron donc l'avait reçu ensuite et il avait été vraiment investi dans le dossier, demandant qu'il y ait une coopération. Sauf que là, depuis quelques années, si vous voulez, les choses se sont un petit peu, on le voit, un petit peu endormies. Donc c'est pour ça que là, on redemande à nouveau qu'il puisse vraiment peser et revenir sur le dossier Tiffen, sinon on est perdu là. À l'heure actuelle, je reviens sur cette histoire de la thèse que vous accréditez le plus volontiers, c'est la piste criminelle pour vous. Oui, je pense que de toute façon, s'il y a eu une enquête ouverte en France pour enlèvement et séquestration très très rapidement, et que je pense que si l'ONU demande qu'il y ait des actions qui soient faites, si les enquêteurs, toutes les personnes qui nous soutiennent aussi le pensent. Nous, en fait, si vous voulez, notre force dans ce combat, c'est qu'on a toujours su s'entourer de gens spécialistes. On a eu de la chance d'avoir des grands avocats en France, des grands avocats au Japon, d'avoir des grands enquêteurs qui nous ont aidés. Donc c'est à partir de cette analyse que nous on avance. On n'est pas arrivé comme ça en disant bah tiens il y a ça, il y a ci, voilà. Tout ça est étayé par des pros. Donc tous effectivement. En tout cas, comme il y a une grande opacité de ce qui a été fait par la police japonaise sur le plan de l'enquête criminelle, en plus ça crée encore plus de, si vous voulez, d'interrogations. Forcément. Cet été, je le disais, ça fera 8 ans que vous vous battez pour savoir, psychologiquement, quelles sont pour vous les conséquences d'un traumatisme comme est la disparition d'une sœur. Je pense qu'il y a eu des moments difficiles. Moi, c'est sûr que j'ai mis ma vie personnelle de côté, c'est plus le cas maintenant. Donc, il y a des moments de solitude et puis c'est un temps mais qui est colossal. C'est émotionnellement, même tout le temps, là, de constituer des actions, de solliciter l'ONU, qui finalement nous a rejoints, mais de solliciter des grands cabinets. C'est-à-dire que cette disparition a mangé votre vie, littéralement. Complètement. Je pense que ça a pris un temps fou. Là, maintenant, c'est un petit peu différent parce que on a voulu faire cette chose horrible. On a voulu essayer d'en faire une force, puisqu'on a essayé, enfin, on a créé. Il va falloir qu'elle se développe, on a du boulot, mais une association pour aider toutes les familles françaises qui ont des disparitions à l'étranger. Donc, il va falloir encore avancer, on a du travail, parce que c'est long. Mais on a cette analyse maintenant et cette lecture et le réseau, que ce soit le réseau diplomatique, et on le voit grâce à vous, médiatique, pour permettre d'avoir de l'écho. Donc, effectivement, nous, ça a changé ma vie. Donc, on a créé cette association. Et puis, ma sœur Sybille, qui était journaliste, a passé devant cette injustice, a passé le concours de la magistrature qu'elle a eu.
pour être magistrat, il a eu l'écrit l'oral. Ça aussi, ça a changé, ça a chamboulé sa vie. C'est fabuleux de pouvoir être pris sur des concours aussi complexes. Bon, après, la pauvre, il y a un hic, c'est qu'administrativement, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, il la refuse alors qu'elle a validé l'écrit l'oral. Ça, c'est une injustice terrible, un autre oui, sujet. c'est un autre débat. Ces Mais ça a façonné notre vie, ouais. Ouais. Vous êtes plus du tout le même garçon, j'imagine. Vous me disiez, ça a changé ma vie hors antenne. Ça a changé ma vision de voir ma façon de voir la vie, vous m'avez dit. Oui, de manière beaucoup plus cynique. Je vois que moi naïvement, j'étais pas dans des. Je pensais pas sans doute que les enjeux diplomatiques et les intérêts des États est supérieur à tout. Sauf que quand vous le vivez et que vous cherchez votre sœur, vous avez l'impression que quand même une personne passe avant tout. Et en fait, c'est pas le cas. Vous avez les enjeux. C'est pas le cas. Et puis derrière, vous avez aussi des moments difficiles parce que même si la police française a été formidable, de Poitiers s'est bien battue, à un moment donné, quand les choses commençaient à ne plus marcher, avec la médiatisation, on a tendance plutôt, au lieu de dire on se bat, à dire non mais la police japonaise finalement elle a peut-être pas si mal travaillé que ça, de manière à ce que personne soit ridicule. Damien, donc voilà, faut sauver la face, mais ça tout le monde le fait. Vous me dites que cette affaire, cette disparition a été très médiatisée. Est-ce que vous avez senti sur vous parfois poindre une curiosité un peu malsaine, pour ne pas dire morbide, justement? Il y a eu vraiment, enfin en tout cas sur nous, sur nos réseaux sociaux, on a vraiment eu beaucoup de bienveillance. Vraiment, les gens, on a beaucoup d'aide. Oui, il y a un moment donné où ça a été difficile parce qu'on a une personne, peut-être quelques mois après la disparition de Tiffen, qui n'avait jamais été découverte, parce qu'elle était, je crois, à l'étranger, qui avait fait du chantage en disant qu'il savait où Tiffen était détenue et qu'on devait vite lui donner de l'argent, sinon elle serait exécutée, qu'elle serait tuée et que ses corps, qu'il y aurait des dons d'organes. Donc on a eu ça qui avait été dur à gérer. On a eu des chantages sur ça. Et puis parfois, il y a aussi les pistes des médiums ou des choses comme ça qui peuvent être dures parce que vous demandez rien. Alors ça nous est arrivé d'en solliciter. Ça nous a jamais aidé de manière précise. Mais parfois on a envie de taper à toutes les portes quand on est désespéré. On a envie. Mais c'est ceux qui arrivent, vous n'avez rien demandé, qui vous disent oh écoutez, moi je pense qu'elle est là, mais si vous voulez en savoir plus, appelez-moi. Donc là ça c'est le genre de truc qui m'agace. Parce que vous avez envie, soit il dit ce qu'il a à dire, soit ça c'est le genre de teasing ou choses comme ça qui est horrible pour nous. Je sais des choses, mais vous devez m'appeler. Bon, donc ça c'est pénible, ça a été pénible à gérer. Il y a des jours, Damien, où vous dites que peut-être vous ne saurez jamais. Je pense que là, on a des gens on a des suspects, des gens qui peuvent directement, qui peuvent faire le lien avec Tiffen. On la retrouve. Donc pour l'instant, j'ai du mal à me dire qu'on la retrouvera pas. Par contre, peut-être que ça va mettre du temps. Peut-être qu'une personne à un moment donné sera arrêtée pour d'autres choses, et qu'en fait il y aura un lien fait à ce moment-là avec la disparition de Tiffen. Mais ça sera à partir d'un individu. Ça sera pas. On sait qu'il y a eu beaucoup le temps joue pas en notre faveur. Beaucoup de choses ont dû s'effacer, que ce soit des preuves ou des choses comme ça. Et moi, on garde espoir. Donc vous ne vous êtes pas fixé une date limite, au-delà de laquelle vous vous diriez qu'un jour, quoi qu'il arrive, parce que la vie passe, la vôtre aussi, celle de votre autre sœur, de votre mère, qu'il faudrait un jour tourner la page, même si on n'avait pas la résolution de la disparition. Ça, vous ne vous l'êtes jamais dit. Je me suis jamais dit. Par contre, je vois là... peut-être que je vous l'avais dit, je pensais que c'était peut-être mon dernier voyage l'année dernière. Là, je vois qu'en fait, on va continuer à se battre. En plus, là, pour les 8 ans de la disparition de Tiffen, l'été prochain, en juillet prochain, il y a une statue qui a été faite par une japonaise, qui est en cours de construction. Donc ça, c'est adorable. Vraiment, c'est une artiste. Cette statue sera déposée à Nikko. Donc il y a déjà un événement là pour les 8 ans de la disparition de Tiffen. Donc là, cette année, on va continuer à se battre. Mais après, effectivement, peut-être qu'il y a un moment donné où nos vies vont prendre le dessus et le combat aura peut-être moins de place. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Vous y pensez au présent encore, à Tiffen? Ah oui, toujours. Je suis incapable en général, je parle pas de Tiffen au passé. Ouais. Qu'est-ce que vous éprouvez justement lorsqu'arrive le jour de la disparition, de la date anniversaire chaque année depuis 8 ans? On n'a vraiment pas le temps de réfléchir. C'est le feu de l'action. Le feu de l'action. Ouais, exactement. Parce qu'on se sert comme l'année dernière. C'est formidable parce que le rapport de la téléphonie, parce que ça, ce rapport, on essaye de trouver un expert depuis des années.
On fait en sorte que ça puisse tomber pour cette date anniversaire avec la médiatisation possible, avec les rencontres auprès de l'ambassade. On est au Japon à chaque fois. Donc en fait, là, on est vraiment dans le combat. Donc c'est pas du tout des moments de nostalgie. C'est plutôt à Noël, qui est le moment préféré de Tiffen, où c'est très difficile. Ou là, parce que c'est vraiment Noël, c'est ça le moment qu'elle chérit le plus. Donc ça, c'est pas forcément le moment le plus simple. Mais pour le 29 juillet, en général, on est combatif. Vous me parliez de cette association que vous avez créée pour venir en aide aux proches qui, eux aussi, ont un membre de leur famille qui a disparu. Vous notez beaucoup de points communs entre leur histoire et la vôtre. Oui. Dans la réaction, Bon. dans la façon de vivre la disparition, d'être là face à ce traumatisme, d'être accablé par ce point d'interrogation, au-delà duquel on ne peut pas aller. Je pense qu'on est tous, on est tous confrontés à la même chose, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On est complètement perdu. On ne sait pas s'il faut porter plainte, ce qu'il faut faire, quels sont les acteurs vers qui vous devez vous orienter. En fait, on est complètement perdu. Donc ça, on a le même problème. Nous, finalement, je vois que pour la disparition de Tiffen, on est extrêmement chanceux puisqu'on a pu porter plainte et qu'il y a eu une instruction ouverte. Ça nous a permis, là, depuis plus de 7 ans, et en plus, on a eu cette chance que le dossier de Tiffen ne soit pas clôturé à Poitiers, mais repris par le pôle, mais d'avoir une vraie vision sur ce qui se passait. Toutes les autres familles, c'est pas le cas. Les plaintes n'ont même pas été acceptées. Ils ne savent même pas, ils sont même pas partie civile, ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc nous, on a cette chance. Donc on voit que déjà, c'est compliqué en France de peser. Nous, on a pu peser, mais après, ce qui est compliqué, c'est là aussi, vous l'avez vu, on est tous confrontés à la même chose, c'est de décrypter le système judiciaire dans lequel la personne a disparu. Dans le pays du lieu de la disparition, ça c'est un problème. Sur le chat de l'émission, je lis le message de Geneviève. Je synthétise. Est-ce que vous pensez que les autorités au Japon misent sur la lassitude qui pourrait être la vôtre pour à un moment donné justement jeter l'éponge? Quant à la mollesse. C'est une bonne question parce que c'est très intéressant puisqu'ils nous ont fait une confidence. L'année dernière, ils nous ont dit bon, on n'a jamais pu vous montrer certaines choses au début parce qu'en fait, sinon tout le monde nous l'aurait demandé, on aurait été dépassé. Donc maintenant, 7 ans après, on va bien vous montrer quelques documents ou quelque chose. Donc je pense que oui, je pense qu'ils comptent. En même temps, ils voient qu'on reste, mais je pense qu'ils comptent sur la lassitude. Je pense. Et puis, de toute façon, il y a un truc qui est aussi terrible, c'est que vous avez beau avoir des demandes de l'ONU, ou même de la France, parce qu'il y a un traité de coopération judiciaire qui relie le Japon avec l'Union européenne, auquel ils ne répondent pas. Donc en fait, il n'y a pas de pression. Ça, c'est du catch Ils en fait. répondent C'est des coups en mousse en fait, ce traité-là dont vous me parlez. Finalement, il est écrit, mais bon, il n'y a pas d'acte derrière. Oui, c'est ça. Oui, ou même avec l'ONU. Hein. Non, je pense que je pense que c'est une grande puissance, le Japon. Je pense que on a envie d'y répondre. Je sais même pas s'ils comprennent parfois. Il y a un décalage aussi culturel. Vous semblez très investi, serein dans l'action. Il vous est arrivé d'être en colère, très en colère face justement à cet immobilisme et cette diplomatie de façade. Là, finalement, l'amertume et les moments les plus durs, c'était plus côté français. Parce que japonais, je me dis, on peut comprendre les différences culturelles. Le système judiciaire japonais, d'ailleurs, même nos avocats japonais le disent, que pour eux c'est difficile, puisque les avocats ne peuvent pas avoir accès à des dossiers. Ils ont accès aux dossiers seulement quand l'enquête criminelle est ouverte, c'est-à-dire quand la personne est arrêtée, le suspect. Donc là, pour nous, ils n'ont aucun pouvoir, les pauvres. Ils sont déjà contents d'avoir un peu de lien. C'est plutôt côté français, quand à un moment donné, on a à Poitiers, ils se sont dit, bon, on n'y arrive pas, on fait un non-lieu. Alors quand même, mais attendez, toutes les commissions rogatoires sont revenues vides, il y a plein de choses à faire et vous allez clôturer. Donc ça a été très dur. Ça, pour nous, ça a été une injustice. Parce que côté japonais, on se dit, évidemment, c'est pénible parce que c'est des têtes de mule à pas coopérer, à ne pas donner des choses qui sont demandées. Là, il y a une nouvelle commission rogatoire qui est en cours en ce moment au Japon, où le pôle Cold Case demande des 800 heures, par exemple, de vidéos de caméra surveillance ou des éléments comme ça. Et pour l'instant, ils semblent ne pas vouloir coopérer. Donc ça aussi, ça, c'est agaçant. Mais côté français, il y a eu aussi... même s'il y a eu beaucoup d'aide, il y a un moment des individus, comme le juge de Poitiers, qui personnellement, en fait, n'ont rien fait. Et ça a été très, très dur à vivre. Quand est-ce que vous repartez sur place au Japon, à Nikko? Je vais y retourner début avril. Début avril, et il y a une nouvelle ambassadrice qui est là. J'espère pouvoir la rencontrer. De toute façon, il n'y a pas de raison, ça a toujours été le cas. Essayer de revoir nos enquêteurs. On avait fait des enquêtes l'année dernière, donc essayer de récupérer les rapports d'enquête et voir ce qu'ils ont trouvé.
Tout ce que vous êtes en train de me décrire, évidemment, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais j'imagine que c'est aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On a dépensé, je sais même plus, là, il faut qu'on fasse les comptes pour cette année, mais je pense qu'on a dépassé les 150 000 euros en 7 ans. Donc on a eu, ça nous a coûté beaucoup d'argent. On a eu de la chance, c'est qu'on a eu beaucoup de dons. D'ailleurs, si les gens veulent nous aider, ils peuvent. Il suffit d'aller sur unipourtiffany.org et de faire un don. Et donc ça, c'est grâce à ce soutien. C'est pour ça qu'on a beaucoup. Il y a beaucoup d'amour et de bienveillance dans le combat qu'on mène. C'est-à-dire que Beaucoup de c'est gens nous aident. un combat qui vous porte à 90%. Oui. Ah oui. Oui, la bienveillance aussi, des médias, de vous, des journalistes, ça a été une aide et beaucoup de bienveillance. On a eu rarement des déconvenus. Vraiment, on a eu beaucoup d'aide. Vraiment. Et puis même finalement, je vois même je pense aux personnes politiques de la ville de Poitiers, que ce soit la maire de Poitiers qui s'est beaucoup investie, Normand Conduit, nos élus, les députés, donc Isabelle Ouco, Sacha Houillet, donc il y a eu beaucoup de bienveillance. Ouais. Damien, je vous demandais si vous arrivez de penser un jour à jeter l'éponge, tourner la page, même si vous ne saviez pas. À l'inverse, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, le jour où je saurai, si je sais un jour, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Je pense que la suite, on l'a déjà, elle est déjà en route avec l'entraide et puis avec maintenant la vie personnelle que je me suis permis d'avoir. Je l'avais pas avant. Donc la vie, elle est déjà, elle se dessine déjà. Ce qui était peut-être pas le cas, vous m'auriez posé la question il y a quelques années, j'aurais peut-être été ça aurait été plus compliqué parce que j'étais vraiment dans le combat. Là, on sait que le combat, on le mène, mais sans oublier le reste. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie d'être venu raconter tel que vous l'avez fait ce combat qui est le vôtre pour voir éclore et jaillir la vérité un jour. Merci beaucoup Damien d'être passé ce soir juste avant la nuit. Merci beaucoup, merci infiniment. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Ça se passe comme ça tous les mardis, évidemment. Vous pouvez réagir, commenter comme vous le faites sur le www.johanrock.fr, le chat de l'émission, mais également nous écrire sur la boîte email dédiée à cet effet, social@johanrock.fr, ou également sur mon compte Instagram directement en MP, comme on dit, en message privé, social@johanrock.fr. Si vous souhaitez soutenir cette émission, vous le savez, vous le pouvez. Cette émission est totalement gratuite, mais grâce aux dons, aux abonnements de certains d'entre vous, eh bien, on peut payer un abonnement, un micro, une table de mixage, et ça permet de pérenniser la continuité de cette émission. www.johanrock.fr, en page d'accueil, vous pouvez cliquer sur vous abonner ou faire un don dans la cagnotte de Juste avant la nuit. Ainsi s'achève cette émission. On va se retrouver dès mardi prochain à partir de 21h, évidemment, juste avant la nuit.